Donc bonjour à tous, pas très nombreux pour l'instant, bon, j'espère que ça va arriver tranquillement, mais bon, c'est sûr que 9h30 le premier jour du salon, on s'attendait à ce que ça arrive un petit peu au compte-gouttes. Donc bienvenue à cette conférence sur les outils technologiques pour soutenir les EHPAD à domicile. J'imagine que si vous êtes assis dans cette salle, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'EHPAD hors les murs ou EHPAD à domicile. J'aimerais déjà savoir parmi vous qui se projette plus tard vieillir chez lui, entouré de ses voisins, de ses proches. Bon. Eh bien, écoutez, vous êtes assez représentatif des Français puisque près de 9 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile, exactement 87%. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité animer cette conférence ce matin, de façon à pouvoir vous donner les clés d'un dispositif renforcé de maintien à domicile qui fonctionne. Donc je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour et présenter les différentes parties que l'on va animer ce matin. On va commencer avec Marielle qui va faire la première partie. Super. Bonjour à tous, donc, je suis Marielle, je fais actuellement un doctorat au Living Lab, vieillissement et vulnérabilité, donc Kevin Charras est le directeur ici, et puis chez Open, où travaille Anne-Gaëlle aussi. Je vais vous parler surtout du contexte. On va poser le contexte ensemble ce matin pour se mettre un peu dans le sujet, même si vous le connaissez sûrement très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Karine Jiquel, je suis infirmière de coordination sur le dispositif TIPAD sur le pôle Saint-Hélier dans la ville de Rennes. Et je suis Anne-Gaëlle Mello, je suis responsable de la filière Bien Vieillir au sein du groupe Open que je vais vous présenter. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément des outils technologiques et d'aide technique que l'on a mis en place au pôle Saint-Hélier dans le cadre d'une expérimentation d'EHPAD hors les murs. Merci. Bonjour à ceux qui arrivent en cours. Ça ne marche pas très bien, notre petite histoire. Super. Vous le savez sûrement déjà, les personnes âgées, elles veulent vieillir au domicile comme vous. Et quand on parle de vieillissement, on est souvent centré autour des personnes âgées. Mais évidemment, les personnes âgées qui vieillissent chez elles, elles ont souvent besoin d'aide, et d'aide d'abord de leurs proches, qui deviennent parfois des aidants, et puis d'aide des professionnels. Donc on retrouve ce triptyque-là assez souvent, même quasi tout le temps, autour des personnes âgées, avec elles-mêmes, leurs proches et puis les professionnels. Et on a des zones de croisement de ces personnes-là qui sont matérialisées ici, là, dans les cercles, puisque les personnes âgées, il y a plein de choses qu'elles font aussi seules encore, et des fois on l'oublie. Et puis il y a des choses qu'elles font avec leurs proches, qu'avec leurs proches, des choses qu'elles font avec les professionnels et qu'avec les professionnels. Et ça peut impliquer que les professionnels et les proches fassent des choses ensemble et des liens ensemble. Et puis on retrouve au milieu évidemment la relation à trois, où de temps en temps il faut que ces trois types de personnes se regroupent pour réfléchir aux problématiques du quotidien. Autour de ça, et ce qui est souvent au centre, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, alors aujourd'hui on parle beaucoup de la qualité de vie des personnes âgées. Pardon. Tu peux passer la slide, Anne-Gaëlle, avec l'ordi peut-être. Merci. Et la qualité de vie, elle a différents déterminants. Alors, il en existe plein. Moi, je m'intéresse surtout à l'autonomie, l'indépendance et la participation. Merci. Pour bien cadrer les choses, il y a différents enjeux autour de cette autonomie, autour de la qualité de vie, pardon. L'autonomie, c'est plutôt décider. Donc, comment je décide par moi-même ce que j'ai envie de faire, en lien avec mes valeurs, en lien avec qui je suis, toutes ces choses-là. L'indépendance, c'est plutôt le faire. Donc, on parle souvent de capacité dans l'indépendance. Comment je réalise les activités par moi-même, comment je peux moi-même faire des choses.
Et puis la participation, c'est faire partie d'eux, faire partie d'une communauté, faire partie d'un tout, être un membre d'un groupe. Voilà. Donc ça peut être de sa famille, ça peut être de la cité, de son quartier. Comment je suis acteur de cet environnement-là. Et finalement, quand on explore ces concepts-là, on se dit que les personnes âgées, elles ont ces enjeux-là, mais finalement, leurs proches ont aussi ces enjeux-là et les professionnels ont aussi ces enjeux-là. Je vous donne quelques exemples. Les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, ils ont besoin aussi de prendre des décisions souvent cliniques, donc de dire qu'est-ce que je fais avec Madame Machin. Donc d'être capable de prendre cette décision et d'avoir les billes pour prendre la meilleure décision possible. Donc ils ont eux aussi des enjeux d'autonomie. Ils ont besoin de faire, ils ont besoin d'être capables d'agir quand il y a besoin. Donc ils ont aussi des problématiques d'indépendance, et ils ont aussi besoin de se sentir appartenir à un groupe, à une équipe, à une profession, etc. Et pour les proches, c'est exactement la même chose. Ils ont également besoin de décider parfois pour eux-mêmes, en lien avec la situation de la personne âgée. Ils ont besoin de faire, d'être acteurs de leur vie en lien avec leur rôle d'aidant parfois. Et de participer en tant que membre de la famille, par exemple. Donc en fait, ces trois concepts au début qui ont été centrés sur les personnes âgées, on se rend compte que les personnes qui gravitent dans ce triptyque ont toutes ces problématiques-là d'autonomie, d'indépendance et de participation. Je veux bien que tu passes. Merci. Ah, et j'ai toujours pas mes petites croix, tant pis. Et donc finalement, on peut, quand on réfléchit à la problématique de qualité de vie autour des personnes âgées, ça implique de réfléchir aussi à la qualité de vie des proches et des professionnels qui les accompagnent. Quand on bouge quelque chose dans l'autonomie de la personne âgée, on peut s'imaginer que ça pourra peut-être bouger quelque chose dans la qualité de vie des professionnels et ou des proches. Et ça paraît important aujourd'hui de regarder, quand on intervient auprès de l'un, qu'est-ce qui se passe chez les autres. Ah bah voilà, je veux que tu passes, pardon. Finalement, dans le contexte des EHPAD et en fait, finalement, le contexte des EHPAD à domicile de demain, on retrouve donc ce triptyque-là dans la situation, dans le contexte très institutionnel de l'EHPAD ou de l'EHPAD à domicile, qui s'ancre dans un contexte local avec des spécificités et dans un contexte national, donc nous, français, mais il y a aussi, chaque pays a aussi ses spécificités sur les enjeux autour de ça. Et aujourd'hui, il y a les problématiques de ce secteur qui se tournent vers du coup les technologies d'assistance. Et c'est sûrement aussi pour ça que vous êtes là. Et donc, on peut se poser la question de comment ces technologies elles peuvent permettre l'autonomie, l'indépendance et la participation des trois types de personnes qui gravitent autour des personnes âgées et du maintien à domicile. Et c'est une des choses auxquelles essaie de répondre Open et que vous présentez Anne-Gaëlle tout à l'heure. Sur les technologies d'assistance, il y a des facteurs qui favorisent leur acceptabilité, donc le fait que ce soit vraiment utilisé. Et sur les professionnels, les proches et les aidants, les personnes âgées, les professionnels et les proches, on retrouve en fait des facteurs d'acceptabilité qui sont assez similaires. Tous, pour eux, une assistance technologique, elle doit permettre la sécurité, l'intimité et la sûreté pour les personnes âgées, mais aussi pour les professionnels, dans leur vie professionnelle et aussi pour les proches. Il y a des enjeux qui sont identifiés de coûts, de justice sociale et de besoin d'information. Donc en fait, tout le monde a besoin d'avoir des informations sur les assistances technologiques à des niveaux différents, mais il y a des attentes autour de ça. Et puis, le choix, le contrôle des assistances technologiques, les personnes veulent être maîtresses de leur choix et de leurs décisions, donc de choisir d'en avoir une, oui ou non, et puis quelle fonctionnalité, est-ce qu'il y a des choses que je veux bien et d'autres que j'ai pas envie d'avoir pour moi, mais alors que l'autre pourrait en avoir besoin, par exemple. Il y a un enjeu autour des valeurs et des représentations. Il y a aujourd'hui les assistances technologiques et les personnes âgées, souvent, ont fait une opposition. Bon, ça tend à se réduire. Mais en fait, il y a surtout des valeurs et des représentations qui sont aujourd'hui dans chacune des personnes. Et certaines qui préfèrent, certaines qui sont à l'aise, certaines qui ont des expériences avec des technologies et d'autres pas du tout. Et ça s'accompagne et c'est important de le prendre en compte.
Évidemment, il y a des problématiques d'efficacité. Si une assistance technologique n'est pas efficace, ce sera forcément moins utilisé. Et ça, c'est le travail du coup des personnes qui développent les technologies de s'assurer de ces choses-là. Et puis le maintien du lien humain, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est identifié par les 3 groupes de personnes qui s'inquiètent de la perte d'un lien humain si on met en place une technologie d'assistance au domicile. Et donc, ça fait aussi partie des choses qu'il faut réfléchir en amont quand on met une technologie d'assistance en place pour se dire comment je fais pour garder mon lien humain. Les professionnels, ils identifient, eux, particulièrement 4 choses qui ne sont pas identifiées par les personnes âgées et les proches, qui est la charge de travail. Alors, c'est un peu dans les deux sens. Il y en a qui s'inquiètent que ça augmente la charge de travail et il y en a d'autres qui pensent que ça va plutôt la diminuer. Donc là, il y a aussi des représentations et des valeurs, mais spécifiques aux professionnels qui sont en jeu. Les professionnels considèrent aussi les mesures d'hygiène en lien avec les assistances technologiques. Donc, ils veulent des assistances technologiques qui ne leur rajoutent pas de procédures d'hygiène. Ça paraît un peu anecdotique, mais c'est quand même ressorti dans la littérature. Et puis, ils ont des considérations en termes de management. Est-ce qu'avec une assistance technologique, on va pouvoir savoir combien de fois j'ai réalisé une action ? Est-ce qu'on va surveiller mon travail ? Est-ce qu'on va pouvoir regarder à quelle heure j'arrive ? Est-ce qu'on va pouvoir savoir ce que j'ai fait avec Madame Machin ? Est-ce que s'il y a un problème et que c'est filmé, on va pouvoir l'utiliser ? Il y a toutes ces considérations-là pour les professionnels à échanger avec eux, à discuter. Et donc, il y a des questions législatives. Et puis, les professionnels s'inquiètent de l'impact des technologies sur les activités de vie quotidienne des personnes âgées. Ils s'inquiètent du fait que de mettre en place une technologie, ça pourrait limiter les activités des personnes âgées qui se diraient, en fait, comme on me voit, comme je suis observée, j'arrête de faire des choses. Et notamment des choses qui ne sont pas forcément socialement simples à dire. Il y a par exemple des professionnels qui parlaient du fait qu'une dame avait arrêté de manger, de grignoter la journée parce qu'elle savait qu'il y avait une caméra dans sa chambre. Et donc ça avait coupé cette habitude de vie chez elle qui n'était pas forcément socialement valorisée, mais elle avait arrêté de faire quelque chose après l'arrivée de cette technologie. Voilà. Donc tout ça, c'est des facteurs d'acceptabilité, c'est des choses qui sont identifiées pour échanger autour de ça lors de la mise en place de ces technologies. Et pour développer des technologies qui permettent de réfléchir à tout ça, il existe des modèles, et notamment la co-construction est une méthodologie qui peut fonctionner. Je veux bien que tu passes, Aniel, merci. Donc, ah oui, pardon, je pensais arriver à une autre diapo. Je veux bien que tu passes encore. Merci. Et ça, c'est un modèle de co-construction qui existe, où ça permet de mettre autour de la table des industriels qui développent des technologies et puis des acteurs du vieillissement, donc des personnes âgées, des professionnels et des proches, qui ensemble déterminent un contexte de développement, spécifient une demande, de quoi on a besoin, d'où on part, ensuite de designer un premier prototype, de l'opérationnaliser, donc de le mettre en place, et puis d'évaluer son efficacité. Et ça, c'est un modèle de co-construction qui est utilisé, notamment chez Open, et c'est ce dont vont vous parler Anne-Gaëlle et Karine juste après. Donc effectivement, comme vous l'a expliqué Marielle, Open et le pôle Saint-Hélier ont cet ADN de co-construction commun. Et c'est ce qui fait que régulièrement, on se retrouve sur des projets de façon à monter ensemble de façon constructive, pas que une entreprise et un établissement médico-social ou sanitaire, mais aussi avec les parties prenantes, les bénéficiaires, donc notamment les patients, les résidents, les familles, les proches, les soignants. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Avant de vous parler de ce modèle de co-construction en quelques mots, important quand même de vous présenter le groupe Open, donc qui est en train de vous parler ce matin. Eh bien, le groupe Open est né en 2011 de 2 cofondateurs, Mathieu Malédan et Sébastien Duré. Et c'est une histoire personnelle, comme bien souvent à la genèse des entreprises. Donc un ami commun des 2 cofondateurs atteint de cancer qui est resté de longs mois en unité de soins longue durée. Et rapidement, les deux amis ont vu leurs copains
très isolés du monde extérieur, aucun divertissement, aucun lien social. Et ils ont monté en fait Open autour de cette idée de ramener du divertissement et du lien social dans les établissements de santé. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, nos offres se sont professionnalisées, médicalisées, de façon à pouvoir répondre absolument à toutes les problématiques que peuvent rencontrer des établissements sanitaires ou médico-sociaux aujourd'hui. Que ce soit de la ressource humaine, de l'aide technologique ou tout simplement du divertissement et du lien social comme c'était le cas initialement. Donc Open, aujourd'hui, on est plus de 650 collaborateurs partout en France. C'est né en Bretagne. Et sur ces 650 personnes, eh bien, vous avez plus de 450 personnes qui sont dans les établissements de santé. Donc on a aussi cette expertise et cette remontée terrain de façon immédiate, de façon à coller le plus possible aux problématiques que l'on peut rencontrer. Nous sommes lauréats French Tech 2030, donc on est aussi dans cet ADN innovation et on estime à plus d'1 patient sur 2 qui utilise au moins une de nos solutions par an. Et je laisse la main à Karine pour nous parler du pôle Saint-Hélier. Alors nous, on voulait quand même, pour contextualiser en fait notre rencontre aujourd'hui et l'importance de notre co-construction, on souhaitait présenter l'association Saint-Hélier pour comprendre un petit peu la façon dont va s'articuler les choses. Saint-Hélier, c'est un établissement qui est situé dans le centre-ville de Rennes, qui a diverses activités, dont de l'hospitalisation complète de 132 lits, un hôpital de jour de rééducation et de réadaptation, environ 137 patients par jour, un EHPAD au sein de la structure de 92 lits, un centre de santé polyvalent, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les activités hors les murs de rééducation, de réadaptation à domicile, donc de l'hospitalisation à domicile de rééducation, un service handi-accès qui permet aux personnes qui n'ont pas accès aux soins, qu'on aille vers eux. Et puis aujourd'hui, bien sûr, TIPAD, donc, qui est le dispositif dont je vais parler tout à l'heure et développer un peu plus précisément dans le contenu. Donc, la co-construction, notamment chez Open, eh bien, je vous en parlais tout à l'heure, c'est de venir mettre autour de la table toutes les personnes qui vont être concernées par la solution qui va être mise en place. Donc c'est bien de mettre une solution en place, mais il faut qu'elle réponde à de vrais besoins. Il faut qu'elle crée l'adhésion de tous, de toutes les parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment se mettre au cœur de ce triptyque professionnel, famille, proches, aidants. Et ici, ce qui nous intéresse, les personnes âgées, mais d'une façon plus générique, les bénéficiaires. Donc, on a vraiment cette volonté de co-construire avec les établissements de santé. Ici, vous avez quelques projets qui ont été menés. Donc, le fameux projet TIPAD dont Karine va nous parler tout de suite. Mais d'autres projets aussi qui touchent, par exemple, au handicap ou bien à l'électronisme chez les patients, donc avec toutes les questions de Ségur du numérique et Ségur de la santé auprès des personnes handicapées. Alors, TIPAD, c'est un dispositif renforcé de maintien à domicile des personnes âgées. Il a été créé il y a environ 2 ans. C'est un dispositif qui est expérimental et qui est soutenu par l'ARS Bretagne et le conseil départemental, vraiment dans ce projet, dans ce processus. Donc, il est toujours en cours d'évolution, de perfectionnement, et il va être du coup poursuivi sur les années à venir. On a eu un accord de l'ARS récemment. Alors pour qui ce dispositif est destiné principalement aux personnes âgées de 60 ans et plus. Pour tout dire, la moyenne d'âge, c'est environ 80 ans sur le dispositif TIPAD. Les bénéficiaires, l'âge est entre 69 ans et 97 ans pour le plus âgé.
avec un degré d'autonomie donc entre le GIR 1 et le GIR 4, donc qui est évalué soit au préalable par le médecin généraliste ou par le médecin gériatre à l'inclusion du patient dans le dispositif. Bien entendu, un consentement est important pour nous. Souvent, je réalise 2 rencontres avec le bénéficiaire, la famille, pour expliquer le dispositif, pour expliquer l'objectif du dispositif, mais aussi, on a parlé des technologies, on va reparler tout à l'heure. C'est important aussi qu'il y ait cet accord et ce consentement dans l'utilisation à domicile, qu'ils comprennent bien l'intérêt, mais qu'ils adhèrent aussi au dispositif pour que ça fonctionne par la suite. On a délimité en un périmètre d'action avec un domicile maximum de 3 km entre le pôle Saint-Hélier et le domicile des bénéficiaires, surtout pour un versant sécuritaire, c'est-à-dire le besoin d'intervenir rapidement s'il y a une chute ou s'il y a une alerte sur notre astreinte. On souhaitait que ce soit quand même aux alentours du pôle pour que ce soit le plus sécurisant possible. L'objectif, clairement, c'est pour des personnes, des bénéficiaires qui souhaitent être restés à la maison en toute sécurité. Pour les familles aussi, que ce soit rassurant, parce qu'il y a beaucoup de familles qui habitent loin, en Bretagne ou pas, et des personnes qui sont seules à domicile. Donc le but, c'est vraiment qu'ils restent à la maison le plus longtemps possible, avec peut-être un objectif à long terme d'intégrer un EHPAD, mais en tout cas sur un court terme de rester à la maison, avec toute une équipe qui va être présente. Donc moi, je suis l'infirmière coordinatrice, mais aussi il y a toute une équipe d'aide médico-psychologique qui est présente et qui intervient de façon hebdomadaire à la maison pour diverses activités, on en parlera tout à l'heure, de façon à... Pour moi, TIPAD, c'est un versant sécuritaire avec les outils connectés, mais également tout un versant humain avec de l'accompagnement, avec des professionnels de santé. Donc c'est bien sûr prévenir la perte d'autonomie, prévenir l'épuisement des aidants, parce que c'est difficile d'être aidant, c'est difficile d'accompagner son proche, d'être toujours sollicité lorsqu'il y a un besoin. Nous, on est aussi en appui et une ressource pour les familles. Je l'ai dit, donc prévenir l'entrée en institution et puis vraiment sécuriser non seulement le bénéficiaire mais aussi sa famille. Donc il y a divers outils qui sont proposés sur le dispositif TIPAD. Divers outils connectés. Donc, de façon globale, c'est un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la part de l'équipe, donc soit de l'équipe TIPAD qui est là de 9h à 17h en semaine, et l'équipe d'hospitalisation du pôle Saint-Hélier qui prend notre relais le matin très tôt, le soir tard, et puis les week-ends, afin de sécuriser au maximum les bénéficiaires. Open, on travaille avec eux aussi avec cet écran, le Media Screen, qui nous permet d'utiliser la visio. Donc s'il y a un souci, s'il y a une alerte, ou alors pour communiquer tout simplement, c'est une des activités qui est possible. Donc ça, pour moi, l'écran Media Screen, c'est comme une fenêtre en fait un peu sur le monde, des personnes qui sont isolées, qui ont ce besoin de communiquer avec nous, la visio, le fait de voir quelqu'un dans leur quotidien, sur une journée toute simple, finalement ça crée aussi quelque chose de positif dans leur journée. Il y a cette option, on en parlera tout à l'heure, mais de la surveillance, c'est-à-dire s'il y a une chute ou autre, on peut utiliser cette fonction surveillance sans qu'il y ait un accord, mais pour vérifier s'il y a une personne au sol, et ça c'est très sécurisant du coup pour l'équipe comme pour le bénéficiaire. Le dispositif TIPAD propose une expertise de réadaptation gériatrique, donc on a vraiment un médecin gériatre qui coordonne le dispositif, donc qui est là pour gérer les soucis au quotidien avec un staff médical qui a lieu chaque semaine. On a également un ergothérapeute qui est présent et pour adapter en fait l'environnement du patient au domicile. Et l'équipe AMP a pour vocation de stimuler sur le plan psychomoteur au quotidien, selon les besoins. Bien sûr, on s'adapte aux besoins de chacun. Certains vont avoir besoin de motricité, de marcher, et d'autres d'être stimulés sur le plan cognitif. Donc vraiment, on s'adapte dès le départ en faisant un plan d'accompagnement pour s'adapter au mieux aux bénéficiaires. Les outils connectés
Ils sont présents au domicile. La plus-value de TIPAD, je trouve, c'est vraiment cette interconnexion entre plusieurs entreprises qui ont réussi à travailler ensemble, dont Open, mais aussi l'association OZO, enfin l'entreprise OZO et l'entreprise Coassist. Donc ces 3 outils connectés, donc l'écran dont j'ai parlé tout à l'heure, le Media Screen, la montre connectée et les dispositifs d'oreille augmentée qui sont au domicile du patient. C'est une oreille artificielle qui permet de détecter des bruits suspects, donc soit des chutes, mais aussi si la personne dit au secours ou j'ai un souci, ça détecte sur notre portable d'astreinte et forcément on intervient ou en tout cas on rappelle le bénéficiaire. Donc je trouve que 3 entreprises qui n'ont pas forcément de lien immédiat ont réussi avec nous à co-construire quelque chose et c'est plutôt positif dans cet esprit de partage pour le bien-être en fait, du bénéficiaire, avec des retours très positifs, des familles également qui sont à distance. On propose également chaque semaine des activités au pôle Saint-Hélier. Nos valeurs aussi, c'est d'éviter la rupture du lien social. Donc c'est prévenir l'isolement social, proposer des activités diverses, permettre aussi une solution de repli. S'il y a un souci ou autre, les personnes peuvent venir en hébergement temporaire. Et puis bien sûr, tout ce lien qui me paraît indispensable, le lien entre le réseau ville et le pôle Saint-Hélier pour travailler avec tous les acteurs, parce qu'on ne se substitue pas du tout aux acteurs de ville. Donc bien entendu, les infirmières libérales, les médecins généralistes, on travaille en collaboration pour vraiment qu'il y ait une phase sécuritaire et que tout se passe au mieux. Donc moi en fait je vais développer la petite case que vous voyez en haut à gauche. Voilà, ça nous concerne nous Open. Hop. Donc pour accompagner le pôle Saint-Hélier dans cette entreprise, nous avons développé un outil que l'on appelle Serenity. Alors Serenity, en 3 mots, qu'est-ce que c'est ? Prévention. Donc prévention de la perte d'autonomie, entre autres. La sécurisation du bénéficiaire à son domicile, mais également la sécurisation des proches et des soignants qui sont rassurés. Donc on va apporter de la rassurance aussi. Et enfin, la coordination, puisque l'idée, ça va vraiment être d'être un outil rassembleur et de pouvoir faciliter la communication, faciliter cette coordination de tous les acteurs qui gravitent autour du domicile et du bénéficiaire, que ce soit des professionnels de santé de ville, que ce soit les professionnels de santé de l'EHPAD, que ce soit des professionnels du service à la personne, les aidants, les proches, les familles. On va avoir cet outil rassembleur de l'ensemble des parties prenantes. Hop, donc une petite photo d'une bénéficiaire du pôle Saint-Hélier avec son terminal multimédia à domicile, entouré de l'équipe soignante. Donc pour cette slide, on a beaucoup co-construit avec Marielle, puisque quand on a révisé, elle m'a dit « Oh là là, c'est soporifique, ton histoire, là tu es en train de nous faire une liste à la Prévert des fonctionnalités de l'outil et c'est assez ennuyeux. » Donc, je vais vous éviter une petite sieste dès ce matin et je vais plutôt vous raconter une histoire. Donc, l'histoire de Madame Morel, 88 ans, et de comment l'outil Serenity peut changer son quotidien à domicile et faire le lien avec l'EHPAD. Donc, Madame Morel, 88 ans, elle bénéficie d'un dispositif renforcé de maintien à domicile avec un EHPAD. Donc, par exemple, le pôle Saint-Hélier. À son domicile, elle va avoir un terminal multimédia, donc qui ressemble en fait à une grosse tablette, mais plutôt version sanitaire, robuste, bio-nettoyable, et surtout suffisamment grande pour avoir de grosses icônes et avoir une ergonomie adaptée à une personne âgée.
Elle va avoir des objets connectés à son domicile, donc notamment ici une montre connectée avec détection de chute et bouton d'alerte, et un analyseur de bruits anormaux qui va pouvoir faire remonter tout type de son anormal, de type vomissement, appel à l'aide ou chute également. Donc Madame Morel, eh bien, si elle fait une chute, son dispositif d'objet connecté va tout de suite remonter sur le portable des soignants ou la tablette, peu importe, via notre application Serenity, l'alerte. Donc l'incident va être tout de suite remonté sur l'équipement du soignant qui va pouvoir effectuer une levée de doute via un appel visio au domicile. Imaginons que Madame Morel soit au sol. Elle ne peut évidemment pas se remettre sur ses jambes et répondre à l'appel visio. Dans ce cas, le soignant, uniquement le soignant, pas n'importe qui, va pouvoir faire ce qu'on appelle de la visio forcée de façon à s'exprimer à travers la tablette pour demander à Madame Morel, Madame Morel, j'ai eu une alerte, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me répondre? Voilà. Si Madame Morel ne répond pas, eh bien, l'équipe soignante pourra faire le nécessaire, se déplacer ou faire déplacer les urgences. Toujours sur ce volet sécurisation, le soignant va pouvoir également utiliser les historiques de la sécurisation au domicile pour faire de la prévention. Donc, elle va pouvoir reprendre tout son historique de bruits anormaux, de remontée d'alerte, de façon à se dire, tiens, j'ai une redondance. Par exemple, Madame Morel, elle chute régulièrement aux mêmes horaires. C'est tôt le matin. À quel moment, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? On va aller interroger Madame Morel et peut-être qu'on va pouvoir prévenir les chutes à venir parce que à ce moment-là, elle fait sa toilette. Il y a peut-être un sujet de sol glissant dans sa salle de bain et on va pouvoir de cette façon-là faire de la prévention également. Toujours sur la partie sécurisation, on va avoir également un accès au dossier médical de la personne, donc via une interconnexion en fait au logiciel métier qui est utilisé par l'EHPAD ou par les professionnels de ville. Donc chaque acteur professionnel soignant qui fait partie du dispositif va pouvoir de façon très simple et très rapide via l'application Serenity se connecter à son logiciel métier et au DPI du patient, enfin du résident entre autres ici. Il va pouvoir également, avec un système de badger la tablette au domicile et accéder à son univers, donc à son univers métier. Donc le professionnel du service à la personne va avoir une certaine interface en badgeant avec son badge personnel et le professionnel de l'EHPAD va avoir une autre interface qui est la sienne et chacun va pouvoir faire sa saisie au domicile confortablement sur la tablette du bénéficiaire plutôt que de faire ça dans sa voiture entre deux visites sur un tout petit équipement portable. Ce système de badgeage à domicile, ça va aussi apporter une traçabilité des passages. Donc là aussi, on va être dans la sécurisation et la rassurance, puisqu'on va avoir donc cette traçabilité et cet historique des passages au domicile. Vous allez également y retrouver un livre de vie qui se substitue au classeur qu'on retrouve régulièrement au domicile, qui n'est pour la plupart du temps pas rempli. Donc là, on va être sur un classeur dématérialisé qui sera implémentable à tout moment par tous les acteurs du domicile. Sur la partie lien ville-hôpital, vous allez retrouver des outils sur l'application Serenity qui vont vous permettre de faire le lien avec tous les autres acteurs qui gravitent autour de Madame Morel. Donc, par exemple, si elle a une société de portage de repas, cette société va pouvoir entrer en contact avec vous, si les accès lui ont été donnés, bien sûr, et vous allez pouvoir échanger. Donc, c'est vraiment un échange autour du cercle de soins et du service à la personne qui va justement permettre de fluidifier la communication et de ne pas passer à côté de certaines informations importantes. On va également y retrouver un système d'agenda partagé. Donc là, Madame Morel, sur sa tablette, elle a accès à son agenda qui est implémenté par tous les acteurs du domicile, que ce soit famille, proches, mais aussi
les aidants, les professionnels de ville, de l'EHPAD ou du service à la personne. Elle va avoir un système de notification associé à chacun de ses rendez-vous, de façon justement à garder de l'autonomie aussi sur la gestion de son temps. Ça va lui apporter des repères spatio-temporels également. Et puis surtout, ça va éviter d'avoir, pour les professionnels, eh bien, peut-être des doubles passages au domicile ou des interférences de passage. Là, justement, le professionnel du portage du repas, s'il voit qu'effectivement, il y a un bloc occupé, eh bien, la personne va se douter qu'il y a un soin en cours et elle va peut-être avancer ou reculer son passage au domicile de façon à ne pas venir court-circuiter un soignant. Toujours sur cette partie lien ville-EHPAD, chaque professionnel va pouvoir envoyer à Madame Morel du contenu. Par exemple, des questionnaires, PREMS ou PROMS, des questionnaires du moral, parce que Madame Morel, en ce moment, eh bien, on voit qu'il y a une petite tendance dépressive. Donc, on va pouvoir mettre des choses comme ça en place. On va pouvoir lui envoyer du contenu de l'éducation thérapeutique, par exemple. On est en période de forte chaleur, eh bien, on va pouvoir envoyer quelques informations à Madame Morel sur comment manger des aliments qui vont lui permettre une meilleure hydratation. Ensuite, Madame Morel, eh bien, on va pouvoir l'aider à rompre l'isolement social et familial parce que, eh bien, sur cette tablette, elle va retrouver un portail famille avec de la visio simplifiée. Donc, elle a simplement à appuyer sur la photo du proche qu'elle souhaite appeler pour rentrer en appel visio avec cette personne. Elle va pouvoir recevoir de façon simplifiée des photos, des vidéos, des messages de la part de ses proches. Donc, l'idée ici, c'est vraiment pas de se substituer à des professionnels ou de remplacer le vrai lien. C'est vraiment un outil. C'est un outil d'aide technique qui est là pour faciliter la vie des soignants, des résidents à domicile et de leurs proches et de leur famille. Sur le volet stimulation cognitive et divertissement, au-delà de toute cette coordination, de cette sécurisation au domicile et du lien social, eh bien, on va aussi apporter à Madame Morel tout un volet divertissement. Elle va pouvoir regarder sur cette tablette la télévision, elle va pouvoir écouter la radio, elle va pouvoir avoir accès à des livres audio, à de la presse en ligne, à des jeux de stimulation cognitive. Et enfin, sur le dernier volet, eh bien, vous allez me dire que tout ça, c'est bien beau, mais que lorsqu'on est rattaché à un EHPAD, c'est qu'on est en perte d'autonomie et que toutes ces fonctionnalités, ça paraît quand même un petit peu compliqué pour une personne en perte d'autonomie de s'en servir. Cette tablette, elle a été conçue de façon ergonomique pour les personnes âgées. Donc, on est sur une interface simplifiée avec 6 icônes maximum, donc qui est entièrement personnalisable. On la personnalise avec le bénéficiaire. Et ensuite, vous allez retrouver à la fois des applications pointues de type, par exemple, l'application Ardoise, qui a été conçue pour des personnes qui sont en perte d'autonomie cognitive et qui ont des difficultés de communication. Grâce à l'Ardoise, qui est un outil en fait souvent utilisé par l'ergothérapeute, qui est entièrement personnalisable avec le bénéficiaire, la personne va pouvoir exprimer des besoins de façon très rapide et très simple via des pictogrammes. On va retrouver également la visio simplifiée dont je vous ai parlé, le portail famille avec le partage de photos, de vidéos, de messages simplifié également, mais surtout un pilotage de la tablette pour des personnes qui sont en déficience physique. Donc notamment, vous allez pouvoir piloter cette tablette par le souffle, par les mouvements oculaires, donc des yeux, par le mouvement du visage ou par contacteur sec, que vous voyez ici en vert, qui est un gros bouton. Donc vous pouvez utiliser votre coude, le genou, le pied pour piloter la tablette. Donc Madame Morel, eh bien, si elle rentre d'hospitalisation parce qu'elle a fait une chute et qu'elle a son bras droit dans le plâtre alors qu'elle est droitière, elle va quand même pouvoir continuer à utiliser sa tablette.
Et pour illustrer un petit peu ces notions d'accessibilité sur le terminal multimédia, j'aimerais vous partager un témoignage. C'est pas forcément une personne âgée, hein, mais l'accessibilité, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Et je trouvais intéressant de vous partager ce témoignage. Sur tout ce qui était médias, tout ce qui était Internet, le téléphone portable. Et puis, comme ça, dans la vie, ça arrive, vous faites des rencontres. Là, j'ai rencontré Anaïs, qui s'occupait donc un petit peu de l'animation du club de loisirs, on pourrait dire, de Saint-Hélier. Elle m'a fait proposer de m'initier, si on peut dire, à ces nouvelles technologies. J'avais un petit peu peur par rapport à mes lois, comme je suis dans la maladie de Parkinson, de ne pas pouvoir utiliser Internet, parce que c'est assez minutieux, et j'ai une maladie en plus, je suis IMC, inflammatoire cérébrale, où il y a un problème du côté de la minutie, dans tout ce qui demande une certaine habilité. Lire un livre, c'est pas évident, tourner les pages, ça a l'air une chose facile. Quand on a un maladie de Parkinson, je peux vous assurer que ça n'est pas facile. Anaïs m'a montré qu'on pouvait utiliser la synthèse vocale, qu'on n'était pas forcément obligé d'utiliser les mains, et c'est vrai que ça a été une révélation. Là, j'ai pu voyager, si je peux dire, au travers de la bibliothèque de Saint-Hélier, au travers des livres. Donc, grâce à mes inscrits, j'ai l'intention de reprendre des études. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine, et je vais passer un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires avec option philosophie, et ensuite je voudrais faire un certificat universitaire en philosophie. Oui, je trouve que oui, ça avait le mérite d'être partagé. J'aimerais vous faire un petit focus interopérabilité, parce que c'est une fois que vous êtes convaincus que l'EHPAD hors les murs, l'EHPAD à domicile, eh bien, c'est le futur pour votre établissement. Une fois que vous avez choisi votre ou vos partenaires dans cette entreprise, hein, pour mettre en place tout ce dispositif, c'est très bien. Vous allez aller voir vos soignants, vous allez leur dire « on a trouvé un truc super. Voilà, on va faire comme ci, comme ça. Il va y avoir de la sécurisation au domicile, de la coordination. Par contre, oui, vous allez implémenter tous les jours votre compte-rendu dans le logiciel métier habituel. Et puis, il va falloir le faire dans un autre outil. Vous allez les perdre, c'est sûr. » Donc, l'interopérabilité, c'est vraiment la clé du succès. Il faut absolument que vous ayez l'adhésion de vos soignants, parce que ce sont eux les premiers acteurs dans cette entreprise. Cette interopérabilité, elle est intéressante parce que non seulement elle va effectivement éviter la double saisie pour vos soignants, mais elle va justement aussi permettre à votre dispositif d'être complet, parce que vous allez pouvoir vous interopérer avec tous les partenaires de votre choix. Donc, avec le pôle Saint-Hélier, effectivement, on travaille avec l'oreille augmentée aux OAI et Coassist, donc qui nous fournit les montres, hein, avec la détection de chute et le bouton d'alerte. Mais demain, rien ne vous empêche d'y ajouter un pilulier connecté au domicile et un tapis de détection de chute en bas du lit, un chemin lumineux. Libre à vous. Mais il faut vraiment sélectionner une entreprise qui va pouvoir s'interopérer avec d'autres acteurs. Pourquoi aussi l'interopérabilité ? Eh bien parce que, comme on l'a vu, vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi les professionnels de ville, il y a aussi les professionnels du service à la personne. Et toutes ces personnes-là, elles n'utilisent pas forcément le même logiciel que vous. Donc ça va être important aussi de pouvoir vous interopérer avec eux. Et enfin, pour conclure, parce que certains ne sont pas encore tout à fait prêts pour l'EHPAD hors les murs, eh bien Serenity, c'est un outil que l'on peut aussi utiliser en les murs pour répondre à d'autres problématiques. Je vais vous en parler à travers un cas d'usage. En fait, on a eu un client, son contexte, le même contexte que beaucoup d'établissements, un manque de personnel très important.
Pourquoi manque de personnel ? Eh bien, 2 facteurs. Le premier, c'est une perte de sens de la part des soignants qui font beaucoup trop d'administratifs et qui sont beaucoup trop loin de leur métier et de ce pourquoi ils se sont engagés dans ce métier-là. Et le deuxième facteur, c'est un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso. Les soignants n'ont plus envie de travailler la nuit, ils n'ont plus envie de travailler le week-end, ou en tout cas pas à la même fréquence que c'était le cas jusqu'à présent. Donc une fois que cet établissement, notre client, a fait ce constat-là, il a fallu trouver des solutions. Et on est venu en fait justement avec cette aide technique qui est Serenity, pallier au manque de personnel. On a installé des terminaux multimédia dans les chambres des résidents. On a fait un déploiement progressif, donc on fait 10 terminaux multimédia par 10 terminaux multimédia tous les 6 mois sur une période de 36 mois. On a équipé les soignants avec l'application Serenity Pro et tout cet équipement sert déjà depuis fin août à sécuriser la chambre du résident avec l'oreille augmentée et la montre connectée, avoir la remontée d'alerte que ce soit la nuit, le week-end. Donc les astreintes sont allégées. Donc aujourd'hui, les soignants sont moins nombreux la nuit, sont moins nombreux le week-end parce qu'ils ont cette remontée d'alerte. Ils savent tout de suite dans quelle chambre ils doivent aller et ils savent ce qui s'est passé. Et ils peuvent réagir très rapidement. Aujourd'hui, l'évaluation de la performance, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts parce qu'on a mis en place cette solution chez ce client en août dernier, donc on n'a pas encore suffisamment de recul. Mais les premières constatations, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce sont les résidents les plus dépendants qui se servent le plus du terminal. Donc ce sont les quelques résidents alités qui se sont vraiment appropriés la tablette parce qu'en fait, c'est leur seule fenêtre sur l'extérieur. Donc ça leur permet vraiment de rompre l'isolement, de se divertir. Donc là, on a été assez surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit les personnes les plus en manque d'autonomie qui allaient s'en servir le plus. La deuxième constatation, c'est que le temps administratif, le fait d'avoir ce terminal sur place dans les chambres, et d'avoir cette application qui rassemble tous les logiciels, eh bien, ça a fait gagner environ 30% de temps administratif aux soignants. Et la dernière constatation, c'est que l'on a réussi, pour l'instant, à diminuer d'1 ETP par nuit pendant les rondes. Voilà. Donc on espère pouvoir vous donner des nouvelles d'ici encore une paire de mois avec des chiffres. Marielle nous accompagne d'ailleurs sur ce projet-là, sur la mesure de la performance. Et j'espère que cette conférence vous a plu et que vous avez plein de questions pour nous. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation qui est extrêmement claire et qui montre la qualité du travail que vous avez accompli. Alors moi, j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que je les pose toutes pêle-mêle ou est-ce que je passe le micro? C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors première chose, quand est-ce que ça a été créé Open? Il y a combien de temps? En 2011. Qu'est-ce que vous faites comme chiffre d'affaires aujourd'hui? On est approximativement à 60 millions de chiffre d'affaires. Qui paye pour ça et combien ça coûte pour vos solutions? Pour Serenity, ce sont les bénéficiaires. Ça coûte combien? Tout dépend des options en fait que vous prenez. Ça dépend du volume de bénéficiaires, ça dépend de si vous avez un nombre de partenaires très important avec beaucoup d'objets connectés. Je suis un individu, je suis intéressé par votre solution Serenity, je voudrais l'avoir chez moi, je ne suis pas rattaché ni à un EHPAD ni à quoi que ce soit. Combien ça me coûte par mois? On ne peut pas passer en B2C, on est forcément rattaché à un EHPAD. D'accord. Autre question, vous avez beaucoup parlé de TPAD, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. Comment ça s'articule avec Serenity? Autant Serenity, on a bien compris ce que c'est, autant TPAD, je suis un peu sur ma faim. Alors TPAD, c'est vraiment une cellule du pôle Saint-Hélier, qui est l'EHPAD à domicile, et qui, dans TPAD, je peux remettre la slide d'ailleurs.
Dans TIPAD, vous avez Serenity, qui est le dispositif plutôt technologique. Mais vous avez des soignants, vous avez... Donc TIPAD, c'est l'écosystème, en fait. C'est ça, exactement. Serenity est un élément de TIPAD. Exactement. D'accord. Voilà. Ici, vous avez la vue globale de Parce qu'on ne voyait pas TIPAD. forcément le lien entre TIPAD et Serenity. Ouais. En fait, Serenity est un sous-élément de TIPAD. En fait, Serenity, Voilà. c'est ça. Ok. Parfait. Bon, je passe le micro à d'autres questions. Merci. Merci. On se pose la question, mais je pense que si on le fait, ce ne sera pas nous en direct, on passera par un acteur du domicile. Excusez-moi. Oui, je demandais si dans la stratégie d'Open, il était prévu de passer aussi en B2C. Donc on se pose la question effectivement, mais on passera par un acteur du domicile parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on passera certainement par un partenaire qui, lui, connaît le domiciliaire. Merci. Oui, bonjour, Patrick Battas. Je suis arrivé un peu en retard, j'ai raté la partie technique. Est-ce que les personnes peuvent utiliser un bracelet ou une montre connectée? Et si oui, de n'importe quelle marque, c'est adaptable, ça peut s'adapter à l'application ou il faut acheter une montre particulière? Alors oui, si vous êtes sur une montre grand public, c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais si on est sur des montres connectées qui assurent une sécurisation avec de la détection de chute, que ce soit la marque Coassist ou n'importe quelle autre marque, oui, c'est fait pour. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de l'interopérabilité. Évidemment, on comprend bien que c'est quelque chose de très important, mais concrètement, comment ça se négocie avec les différents acteurs? En général, ça se passe bien. C'est un système en fait de flux qui s'interconnecte. Donc, il faut simplement que si l'éditeur de logiciel en face ne l'a pas déjà développé, eh bien, ça lui demande un développement supplémentaire. Mais je veux dire, dans la méthode, concrètement, c'est l'EHPAD qui propose aux professionnels qui interviennent dans ces services d'utiliser les mêmes outils et en tout cas des outils interopérables. Oui, c'est ça. En fait, chaque EHPAD va avoir son ou ses partenaires et va justement demander à chacun de s'interconnecter. Après, je sais que, enfin, tu vas dire, Karine, si je dis des bêtises ou pas, mais dans le dispositif TIPAD, les bénéficiaires n'ont pas forcément tous les mêmes objets connectés et les mêmes partenaires au domicile. Certains n'ont que l'oreille augmentée, d'autres ont aussi la montre et d'autres n'ont que le terminal multimédia, par exemple. Et vous, au niveau de Serenity, la solution, elle va jusqu'où? Parce que, excusez-moi, je n'ai pas assisté au tout début non plus. Donc la solution Serenity, c'est le terminal multimédia plus les applications soignants et non soignants, donc pour la famille, les proches, les aidants et pour les professionnels de santé. Et après, effectivement, on va s'interconnecter avec des experts de la sécurisation. Donc on va pouvoir s'interconnecter avec, pourquoi pas demain, de la téléassistance, de la montre connectée, des piluliers connectés, voilà. Ouais. Merci. Le but, c'est d'être tout terrain. Bonjour, Cédric Audrey. J'avais une question. En plus de vos solutions, on va dire, connectées, est-ce que le personnel de l'EHPAD sera aussi à domicile, par exemple, une fois par mois, une fois tous les 2 mois Oui, dans le dispositif TIPAD, c'est ce que je présentais. C'est vraiment une volonté avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, je suis l'infirmière coordinatrice, mais il y a une équipe d'AMP qui va de façon hebdomadaire à domicile, justement pour éviter cette rupture de lien social en plus des outils connectés. Donc,
Merci. Les deux sont associés. On est hors les murs, donc en dehors de l'EHPAD, mais au sein de la structure du pôle Saint-Hélier. Donc dans le pôle Saint-Hélier, il y a effectivement l'EHPAD et d'autres, le centre de santé, comme j'ai pu présenter. Nous, on est vraiment comme un service extérieur. On est au sein de la structure, mais vraiment avec une volonté d'être hors les murs. Donc on ne fait pas partie de l'EHPAD. Bonjour, Cynthia, soignante à domicile. Et en fait, ma question, c'était la patiente que vous avez présentée de 88 ans. Ouais. 88 ans. La question, c'est est-ce qu'elle a des troubles cognitifs? Parce que nous, on a des patients qui ont des troubles cognitifs, dont Alzheimer et tout autre. Pas plus tard que ce week-end, j'ai une patiente qui a chuté de 102 ans, qui a une téléalarme, montre, mais malgré ça, ou c'est tout simplement un bouton à appuyer, le fait pas. Et on a beaucoup de patients, donc du coup, montre connectée, tablette, ils ont des difficultés avec ça. Et ça se passe comment? C'est là où en fait la personnalisation reste importante à faire dès le début en fait. Vous n'allez pas avoir le même équipement au domicile pour une personne qui a des troubles cognitifs ou qui est en début de maladie d'Alzheimer qu'une personne qui est en GIR 4, 5. Donc là, effectivement, c'est aussi à l'équipe soignante de faire un diagnostic, et de mettre les outils, de mettre en place les outils qui vont être les plus appropriés pour la personne. Merci. Bonjour à vous. Stéphane Barré, donc je viens de l'île de la Réunion. Je suis gérant d'une structure de téléassistance. Et je me demandais aujourd'hui, l'offre des EHPAD hors murs, est-ce que c'est quelque chose qui est démocratisé ici en métropole, ou c'est encore à l'étude? Parce que chez nous, c'est quelque chose qui est encore à l'étude. Voilà. Donc moi, je suis partenaire sur certains EHPAD hors murs pour l'aspect téléassistance. Donc je voudrais savoir aujourd'hui où en est un peu la politique nationale sur ce déploiement de cette activité-là. Et en deuxième question, justement, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous cherchez des partenaires pour développer ces solutions-là dans les EHPAD, ou comment vous diffusez votre offre? Merci. Je laisserai mes collègues compléter. Mais en tout cas, de ce que personnellement je constate, on est comme sur l'île encore au stade expérimental en France. Les ARS ouvrent énormément d'appels à projets, de subventions pour mettre en place des CRT, des centres de ressources territoriaux, ou des DRAD, dispositifs renforcés à domicile, ou de l'EHPAD hors les murs. Mais voilà, on est plutôt sur un démarrage, et les établissements à le pratiquer restent encore assez rares. Ouais. Je ne sais pas si vous souhaitez... Non, on est d'accord. Hein, ouais. Et sur votre deuxième question, est-ce qu'on recherche des partenaires? En fait, Open souhaite être au domicile de façon vraiment la plus discrète possible. Donc on ne souhaite pas mettre des capteurs partout. Hein. On a des confrères qui travaillent sur de l'EHPAD hors les murs, qui mettent des capteurs sur les frigos, sur les chasses d'eau, absolument partout, sur la porte d'entrée. C'est pas notre souhait. On veut pas mettre de caméras dans toutes les pièces. On veut vraiment rester sur quelque chose de très respectueux de la vie privée de la personne âgée. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on travaille avec l'oreille augmentée, qui est de l'intelligence artificielle. Il n'y a personne derrière qui fait du traitement de toutes ces données-là, et on est vraiment que sur du son et non pas sur de l'image. Mais comme notre but, c'est d'être tout terrain et de s'adapter aux demandes des établissements, si demain un établissement souhaite mettre en place une téléassistance externalisée, alors que là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très internalisé, parce que c'est le soignant qui répond aux alertes,
on le fera. D'accord. Mais techniquement, comment vous avez des personnes qui interviennent parce qu'il faut le configurer, il faut le mettre en marche, ce système-là à domicile, oui, à domicile. Donc, c'est qui le fait, ça, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est nous, parce qu'on est encore effectivement sur un mode expérimental, mais demain, quand on sera vraiment sur une industrialisation de ce dispositif, on sous-traitera à un professionnel du domicile. Donc les tablettes seront plutôt équipées de cartes SIM pour être autonomes en réseau, pour pas qu'on soit dépendant des réseaux des bénéficiaires qui parfois sont en campagne et n'ont pas de réseau, hein, clairement. Voilà, nous, effectivement, on s'adresse aux professionnels. Notre cœur de métier, c'est de déployer dans les établissements. Donc le domiciliaire, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment performant pour le faire nous-mêmes. Donc on sous-traitera par la suite. Ouais. Bonjour Élodie. Vous avez parlé de 30% de charges administratives en moins. Comment vous avez calculé ça ? Alors aujourd'hui, c'est l'établissement qui nous a donné ces données-là. Tout simplement, ils ont comptabilisé leur temps administratif avant de se servir de Serenity et leur temps administratif après. Mais une fois encore, on est sur un déploiement qui date d'août sur des petites quantités. Donc, ce sont des données. C'est pour ça que je n'ai affiché aucun chiffre, en fait. On est encore sur des premières impressions. D'accord, merci. J'avais une dernière question. Vous existez depuis bientôt 13 ans. Comment se fait-il qu'il y ait un taux d'adoption aussi faible à ce stade ? Oui. Alors, taux d'adhésion aussi faible, en fait, on est en expérimentation avec le pôle Saint-Hélier. Donc, la solution Serenity, elle est industrialisée là depuis fin août. Donc c'est la raison, en fait, tout simplement, pour laquelle aujourd'hui on n'est pas déployé massivement en France, parce qu'on a souhaité faire cette expérimentation qui va se finir l'année prochaine, en août d'ailleurs, non ? Enfin, voilà, ouais. Donc là, ça va faire 3 ans qu'on expérimente le modèle. Et vous avez dit que vous aviez 600 établissements équipés, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc ces équipements équipés, ils font quoi alors ? On est, pas Serenity. On est en les murs, on est sur d'autres solutions. Vous allez retrouver de la télévision connectée sur laquelle l'établissement peut pousser du contenu. Donc en fait, Serenity, c'est votre solution la plus pointue à l'heure où on parle. Serenity, c'est notre solution, et pas d'or les murs, mais Open propose plein d'autres choses. Ouais. D'accord. Y compris de la ressource humaine dans les établissements, sur des métiers non médicaux de type préadmission, accueil de la patientèle. Donc vous fournissez aussi, de la tout à fait. manpower, si je puis dire. Exactement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Vous avez dit que pour les soignants aussi, c'est eux qui font tout au niveau de la solution. Comment vous les persuadez ? Comment vous les emmenez avec vous ? Parce qu'ils n'ont pas le temps sur place. Alors déjà, quand on est soignant hors les murs, c'est qu'on n'est pas là par hasard, c'est qu'on a cet état d'esprit de je sors du cadre. Parce que clairement, c'est ça. On va au domicile, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui. Les pas hors les murs en France, il y en a très peu. Donc de base, on s'adresse à des personnes qui sont quand même plutôt ouvertes d'esprit. Après, comment on les implique ? Bon, déjà, il faut que ça fonctionne. C'est une certitude. Il ne faut pas que ça leur rajoute de travail. Non,
Et puis c'est toute une coordination qui se met en place. Et c'est aussi, c'est encore un versant expérimental. Donc c'est aussi une volonté en équipe de discuter, d'étayer les choses, de créer, parce que c'est ce que je dis aussi à l'équipe AMP, elles sont aussi force de proposition, de se dire tiens Karine, là je vois qu'on pourra aller plus loin, et on propose au niveau institutionnel, et pourquoi pas développer des choses, mais c'est sans cesse en mouvement. En fait, on avance, mais on crée ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui porte l'équipe, c'est d'avoir cette liberté, en tout cas de création, d'aller de l'avant, de proposer des choses. Et puis c'est aussi glorifiant de se dire, on a créé ensemble quelque chose qui marche, avec des retours positifs des bénéficiaires, des familles. Donc c'est pour ça aussi c'est notre cœur de métier, de soignants. Ok, merci. Oui, ça va très longtemps. Oui, bonjour, je suis Laurence Branner, j'habite en Belgique. Je voulais juste savoir si votre système est déjà existant dans d'autres pays d'Europe, et où c'est vraiment au niveau local et national français. Donc, je voulais savoir donc un peu l'existant dans Non, d'autres... aujourd'hui, Serenity donc, est présent à Rennes, à Fougères, qui est juste à côté de Rennes, à Bordeaux et au Qatar. Ouais. D'accord. Demande d'un client, on a un directeur international, commerce international, qui a fait la vente. Je ne peux pas vous donner la genèse parce que c'est pas moi qui ai géré ce dossier-là, mais en tout cas, oui, on est là-bas aussi. Ouais. D'accord. Merci beaucoup et bon salon à vous.